Alberto Bettiol a remporté le Tour des Flandres 2019. Voilà, c'est sa première victoire chez les professionnels et c'est en même temps une victoire sur un monument. Donc c'est un phénomène assez formidable, pas quelque chose de très très courant quand même, hein. On s'y attendait pas en tout cas, c'était une très 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 grosse cote, même si il y a une quatrième place sur le GPE3 10 jours plus tôt. Et on avait parlé dans une vidéo de présentation du GPE3 du lien qui pouvait exister entre le résultat au GPE3 et la place finale au Tour des Flandres 10 jours plus tard. Donc c'est marrant quand même de retrouver quelque chose à ce niveau-là. Septième victoire en 11 ans, septième victoire d'un homme en solitaire sur le Tour des Flandres. C'est assez phénoménal, 7 fois sur 11, donc au cours des 11 dernières années, 7 fois le mec finit tout seul sur la ligne du Tour des Flandres. C'est une arrivée, c'est quand même à noter, hein. C'est à noter parce que, a priori, cette course pourrait arriver au sprint à 2, 3, 4, 5 coureurs. Et ben, 7 fois sur 11, quand même, ça arrive en solitaire. Après, il y a encore une dernière petite chose, et après, on va arrêter avec les chiffres. C'est la première victoire d'un Italien depuis Alessandro Ballan. Et ouais, Ballan en 2008, là, c'était, écoutez, un coureur qui avait eu des petits problèmes par la suite. On croise les doigts pour que, évidemment, il n'y ait pas de similarité avec Alberto Bettiol cette année, pourvu qu'on n'ait pas de surprise dans les mois, dans les années à venir. Et puis, c'est pour finir la 9e victoire italienne en tout sur le Tour des Flandres. C'est pas énorme hein, sur 103 éditions. Voilà, quelques petits chiffres. Alors, c'est vrai qu'Alberto Bettiol, alors qu'on voit Gilbert là qui faisait une farce derrière le passage à niveau, fait une farce, pauvre Philippe Gilbert, malade, qui s'avérera bien bien incapable de défendre ses chances comme il l'aurait sans doute souhaité. Alberto Bettiol, c'est quelqu'un qui était assez prometteur. Prometteur notamment depuis une année 2016 sur laquelle il y a un déclic dans sa carrière. C'est troisième sur le Tour de Pologne. C'est pas mal du tout. Derrière, il se fait une deuxième place à Plouay. Excusez du peu, c'est quand même respectable. Quatrième à Québec, septième à Montréal. Bon, pas trop pourri. Et puis, évidemment, pour son malheur, il y a une année ensuite terrible. Une année terrible, c'est évidemment l'année dernière où il se fracture 2 fois la clavicule sur Liège-Bastogne-Liège et ensuite il se la fait également toujours bah tiens à Plouay. Donc quand même année pourrie chez BMC pour Bettiol l'an dernier et bah du coup finalement des doutes quoi, hein, des doutes. Il a fallu comme ça finalement, bah, c'est bien hein, changer d'équipe pour peut-être retrouver autre chose. Alors que donc on a aussi sous les yeux l'horrible image, on a eu peur hein, quand même pour Niki Terpstra qui a comme ça été un petit moment immobile sur la route suite à une chute à 157 km de l'arrivée, une chute qui le laissera raide et avec une commotion cérébrale, hein. L'équipe ensuite a communiqué et il paraît que il ne sera pas partant à Paris-Roubaix. Donc c'est un très très gros coup dur pour la Direct Energy. Très très gros coup dur parce que le recrutement de Terpstra était vraiment quelque chose d'assez marquant. C'était un drôle de recrutement quand même pour une équipe française d'aller comme ça récupérer un aussi fort spécialiste flandrien. Et puis finalement, abandon sur le Tour des Flandres et dans la foulée, incapacité de s'aligner à Paris-Roubaix. C'est dommage. C'est vraiment, voilà, on peut juste regretter pour cette équipe ce qui s'est passé là, et puis pour le coureur, bien évidemment.
voilà, espérons un petit peu plus de chance, du coup, à l'avenir, mais on est obligé de déjà se focaliser sur l'année prochaine, parce que pour Terpstra, c'est vraiment le moment de l'année où il peut aspirer à des choses. Ensuite, on est toujours là sur le travail de la De Koenig, qui a Keisse, auparavant il y avait eu Tim de Klerk, qui avait beaucoup travaillé. Un petit peu après, ce sera Casper Asgreen qui va aussi s'illustrer. La De Koenig étant a priori dépositaire, quoi, hein, d'une certaine manière de ce qui allait se passer dans cette course, puisque on sait très bien que si elle a les moyens de durcir la course, en fait, la De Koenig, elle peut totalement conditionner la fin de ce Tour des Flandres, et force est de constater que on a assisté, alors qu'on est en approche là du mur de Grammont, euh, force est de constater que la De Koenig Quick-Step n'a pas été en situation de durcir comme elle l'aurait probablement souhaité, de durcir cette course, et c'est à mon avis en grande partie lié à ça. Un petit coucou Tish Benoît sur le bord de la route là. C'est en grande partie lié à ça. Si on a eu un des Tours des Flandres, les moins, entre guillemets, hein, il faut toujours ouvrir des guillemets dans ces cas-là, les moins difficiles de ces dernières années. C'est marrant parce que ça tranche avec un Gant Wevelgem une semaine auparavant, dans lequel finalement Peter Sagan et d'autres avaient un petit peu mis le feu en partant très très rapidement dans une très très longue échappée de 180 km, et on avait assisté dans la foulée à un Gant Wevelgem un peu fou, dans lequel, donc un des plus rapides de l'histoire, et avec des gens même à l'arrivée incapables de sprinter, vraiment très très difficile Gant Wevelgem. Et puis en réalité, au Tour des Flandres, il s'est passé un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que on n'a pas eu vraiment de moment où la course s'est décantée, mis à part, on le verra un peu après, à 18 km de l'arrivée dans le vieux Quarmont, dernier passage. Ça, c'est, on va y arriver dans quelques minutes. Donc là, on voit que le passage du mur de Grammont a créé une première cassure. Par exemple, vous voyez ici aussi quelque chose qui est pour moi qui a été une forme de point d'interrogation, même si on pouvait y répondre. Les Lotto Soudal qui ramènent une partie du peloton qui s'était fait, qui était victime de la cassure, hein, en quelque sorte, alors qu'ils avaient Tish Benoît à l'avant. Et, et ouais, mais ils voulaient ramener Wellens parce que c'est sûr que dans leur stratégie, je pense, de course, il fallait qu'il y ait Wellens pour soutenir Benoît, peut-être pour être l'instigateur d'attaque. On le verra par la suite. Wellens a beaucoup tenté, enfin a tenté plusieurs fois des offensives. Alors que là, c'est Matej Mohoric qui est décidément en bien belle forme ces dernières semaines. Et là, on a également, voilà, petit moment d'accélération là dans le peloton au moment du Canary-Berg. Après, voilà, Tim Wellens, je vous en parlais, qui avait donc réussi à réintégrer le groupe à l'avant, puisque les Lotto Soudal avaient travaillé. C'est toujours à double tranchant de ramener des gens qui s'étaient fait lâcher, hein. Par exemple, Van Mark et Nassen s'étaient aussi fait piéger dans le passage sur le mur de Grammont. Là, on a quelque chose de spectaculaire à 60 km de l'arrivée. Regardez le pauvre. Mathieu Van Der Poel, un des hommes peut-être probablement les plus en forme du peloton actuellement. Un des hommes vraiment fort. Il l'a montré en plus en allant chercher à travers la Flandre quelques jours auparavant, qui se prend une gamelle alors que sur crevaison il y avait peut-être moyen de ne pas tomber, mais bon voilà, il s'est pas super bien débrouillé, il s'est pris une irrégularité et bam. Mais derrière il va faire un numéro sensationnel et remonter quasiment en solitaire sur 17 km. Il va refaire son retard qui était d'à peu près 40-45 secondes après sa chute. Il va réussir à réintégrer le groupe à l'avant, il terminera quatrième de ce Tour des Flandres. Donc énorme performance. Stein Vandenberg, pardon, qui est parti avec Sepp van Marke
dans le vieux Quarmont. Là, on était dans le deuxième passage. Là, c'est l'enchaînement fameux vieux Quarmont-Paterberg, avec notamment du Wout van Aert qui durcit, qui essaye d'accompagner Lampard pour essayer peut-être de faire des différences. Regardez, Van Der Poel qui continue sa remontée fantastique. Hein. On a maintenant 3 hommes à l'avant. Oui, pourquoi? Parce que Casper Asgreen a réussi à rejoindre les deux de devant. Donc on a eu du très 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 gros Casper Asgreen. Pour ceux qui se lamentaient ou qui ne comprenaient pas pourquoi la Koenig Quick-Step avait choisi Asgreen à la place de Florian Sénéchal, je pense qu'on a tous eu la réponse. Asgreen, il était dans une forme olympique ce dimanche 7 avril 2019. Encore Tim Wellens qui essaye quelque chose. Alors que à l'avant, il y a aussi Dylan Van Baarle qui a rejoint les 3 hommes déjà échappés. Donc on est sur une échappée de 4 hommes qui n'ont pas une énorme avance bien sûr au moment du Tyenberg. Tyenberg, 39 km de l'arrivée. Donc là, il y a durcissement. Derrière durcissement, on a du côté de la Trek Segafredo un Stuyven qui a été bien en vue, puisqu'il y a un moment donné aussi où il essaye de partir. Bon, Stuyven, pas mauvais, mais derrière quand même un Degenkolb qui a fait ce qu'il a pu, et un Pedersen peut-être pas au niveau de l'an dernier, évidemment. Alors que là, il y a Oliver Nassen qui crève. Pas de bol, hein. C'est pas le bon moment. On me dirait c'est jamais le bon moment, mais là, c'est spécialement pas le bon moment. Pourquoi? Parce que Kreuzberg, c'est le moment où il va y avoir une accélération chez les favoris. Il va y avoir, c'est peut-être le seul moment où la course aurait presque semblé commencer à s'emballer. Et en fait, ça n'aura jamais réellement lieu. Vous voyez donc Van Marke qui a décroché ou qui va bientôt le faire. Derrière, il y a Van Aert, Van Avermaet qui essayent comme ça de durcir en fait. Hein. Ils essayent de durcir. Pauvre Zdenek Stibar qui va devoir dire adieu à ses rêves de Tour des Flandres. À ce moment-là, voilà, durcissement, je vous l'annonçais, le gros durcissement. Van Marke s'est fait reprendre. Il a bossé quand même, entre guillemets, un peu, tant qu'il a pu, parce que dès lors qu'il a vu qu'il était cuit, il a fallu reporter les espoirs. Honneur à lui, et de toute façon, on sait que c'est quelqu'un d'assez collectif, et c'est pas quelqu'un qui joue pour sa gueule, Van Marke. Hein. C'est, du coup, évidemment, tout s'est reporté sur Alberto Bettiol. Et ouais, les mecs le savent entre eux, hein, qui est en forme ou qui l'est moins. Voilà, Van Marke a terminé de faire ce qu'il pouvait. On est dans le dernier passage au vieux Quarmont. 2 hommes échappés subsistent. C'est Dylan Van Baarle et Casper Asgreen. Et puis, il faut bien regarder le maillot rose de Alberto Bettiol. Parce qu'il va, comme ça, s'échapper dans le vieux Quarmont en plaçant une accélération qui fait mal à tout le monde. L'autre maillot rose de la Education First, c'est Sébastien Langeveld, qui jouera son petit rôle un peu après au moment du regroupement de tous ses poursuivants. Regardez, Van Avermaet, il est quand même... pour autant, peut garder la tête haute, Van Avermaet, parce qu'il aura été excessivement combatif et il aura Yannassen dans sa roue. Vraiment, fait partie de ceux qui ont essayé de faire rentrer, en tout cas dans une certaine mesure, la Nassen qui sort assez mal barré pour le groupe, là, parce qu'on a Alberto Bettiol qui est, mais dans une forme, waouh, sensationnelle. Hein. C'est vraiment un énorme moment pour ce coureur. On a là, donc, regardez, dernière difficulté sur mon pavé du jour, c'est le Paterberg. Et au Paterberg, regardez, intelligence de Langeveld qui vient essayer de se positionner un petit peu en tête, en tout cas en deuxième, troisième position, pour venir essayer de couper les relais. Derrière, ça se bat, ça se bat. Regardez, là, il y a Van Der Poel qui essaie de faire tout ce qu'il peut. Van Avermaet, Nassen, ça s'accroche. Et finalement,
ce qui est terrible, c'est que derrière, il y a quand même un regroupement, quoi. Il y aura quand même toujours des regroupements qui vont s'effectuer, même quand Peter Sagan, voilà, comme ça, va espérer ramener un peu le groupe. Ah, là, c'est encore que lire, un bon que lire hein, du côté de la Lotto Soudal. Et puis là, c'est très important. À 10-11 km, il y avait 10 ou 11 secondes, 9 secondes même à un moment donné de retard sur Alberto Bettiol. Et puis, ce qui va se passer là dans les 10 derniers bornes, ben, c'est peut-être le point de déception, de mon point de vue, c'est le moment de déception de ce Tour des Flandres, c'est-à-dire que vont faire les favoris qui sont tous derrière là. Ben, vous en avez une partie évidemment qui, regardez là, oh là là, la non prise de relais, on se regarde un peu, est-ce qui y va? Il y a personne qui va réellement prendre en je dirais en charge la poursuite, une poursuite efficace, une poursuite bien réelle, à tel point que Jongels provoque une cassure là pour Asgren, quand on a compris que on ne reprendrait plus Alberto Bettiol, qui est plutôt bon, il est plutôt référencé quand même en contre-la-montre, le garçon. Il y a quand même chrono de San Benedetto à Tirreno Adriatico où il fait podium. Donc attention, c'est pas non plus le mec sort pas de nulle part. Il y a 2 podiums sur Tirreno. Il y avait une jolie attaque dans le Poggio au moment de Milan-San Remo, hein, avant que Alaphilippe évidemment et aille chercher ce qu'on sait. Donc quand même pour Alberto Bettiol, qui était donc joliment soutenu quand même à un moment donné par Van Mark et qui a été secondé, on va dire, à distance par Langeveld euh, pour ce qui était d'un petit peu, mais ça toutes les équipes le font. Hein. On avait eu beaucoup l'habitude de voir la Quick Step empêcher un petit peu les adversaires de s'organiser en poursuite quand ils avaient un mec à l'avant. Donc il a fait son job, le Langeveld, hein, bien sûr. Et donc Alberto Bettiol va chercher ce monument. Et ça, c'est quand même un truc que pas grand monde aurait pu soupçonner. Faut quand même le reconnaître. Hein. Donc, Education First, 5 étoiles sur ce Tour des Flandres. Après, on a évoqué la, la terrible malchance de la Direct Energy. Hein. Je pense que on n'a pas grand-chose de plus à ajouter. Il va falloir mentionner au rayon des satisfactions Alejandro Valverde qui vient faire 8e et qui n'a jamais été décroché par les favoris, qui fait quand même un joli Tour des Flandres et qui, au final, si ça revient, qui sait si peut-être Alejandro Valverde peut pas aller le chercher. Donc quand même respect à lui pour être venu, respect à lui pour la manière dont il s'est comporté sur ce Tour des Flandres, même si évidemment il n'a pas été très offensif, mais déjà ce qu'il a fait était quand même admirable. Dans son équipe, il y a un Sutterlin aussi qui est à mentionner pour de jolis efforts et une présence assez longue à l'avant. Oliveira, le pauvre, s'est fait mettre hors course. Pourtant, il avait été déjà aperçu hein, bon, dans cette course-là. Allez, au rayon toujours des satisfactions, on ne va certainement pas citer la Dimension Data qui, encore une fois, était était un peu à la rue. On va pas pouvoir citer la de Koenig. Hein. On peut pas, hein, on peut pas. On peut pas non plus dire que pour AG2R la mondiale ni pour la Bora c'est phénoménal. Pour l'Auto Soudal non plus. Hein. Même Van Avermaet était très déçu après la course. Hein. En interview, il n'a pas été, comment dirais-je, très très heureux. Même lâcher une petite phrase sur Alberto Bettiol. La FDJ non plus n'a pas de quoi se frotter les mains hein, sur ce Tour des Flandres, ni même d'ailleurs sur la campagne flandrienne jusque-là. Hein. Pour Arnaud Desmar, on espère vraiment que quelque chose commence du côté de Roubaix. La Bahreïn est toujours un peu la même chose avec Mohoric et Garcia Cortina finalement qui sont longtemps présents et puis
puis finalement quand même dans l'incapacité d'aller chercher. Après, jolie place pour Nils Politt, hein. Il va quand même faire 5e. C'est très très valeureux de sa part. Un petit peu tout ce qu'on peut dire pour la Katusha. Trek Segafredo, je vous ai déjà dit. Ouais, c'était... Bon, voilà. Matthews vient finalement arracher une 6e place parce qu'il a réussi à intégrer ce groupe sur le final. Ce groupe qui ne s'entend pas, ce groupe qui, s'il ne s'entend pas, c'est peut-être aussi en partie à cause de la présence de gens comme Michael Matthews. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Parce que la Deceuninck Quick-Step n'a pas durci. Alors, ce serait injuste de leur reprocher uniquement à eux, hein, mais tout ça, c'est quand même à noter. Quand la Deceuninck Quick-Step domine, finalement, c'est limite s'il n'y a pas des gens qui commencent à dire ouais, il n'y a pas de suspense, c'est dégueulasse, ils sont beaucoup plus forts, limite si on les taxe pas d'être les Sky des Flandriennes ou des classiques même, et qu'au final on commencerait limite pas à les soupçonner de quoi que ce soit. Bref, de toute façon, en France on a du mal avec les vainqueurs. Donc à partir de là, toujours un petit côté à pas aimer les gens qui gagnent. C'est ça mériterait une psychothérapie de groupe. Parce que non, simplement, à un moment donné, la Deceuninck était vraiment bien au-dessus. Puis on est obligé de dire que Stybar, Gilbert, même Lampart et Jongels aussi, ouais, les 4 leaders étaient un peu en dessous au final de ce qu'ils étaient peut-être il y a encore 10 jours. Voilà. Donc vous avez un Case, un De Klerk qui ont été très bons. Et puis à l'opposé, il y a un Casper Asgreen qui a été phénoménal. Voilà, c'est la seule satisfaction quasiment de la Deceuninck Quick-Step, qui n'aura pas réussi à imprimer ce qui aurait pu être pour cette course-là. Du côté de la Lotto Soudal, moi je vais pas être très tendre. Je vais vous dire que je trouve quand même que soit Benoît n'était pas en forme comme il l'aurait souhaité, soit à un moment donné ça a manqué d'audace, quoi. Parce que là encore, je veux bien que il y ait personne qui soit estampillé sprinter pour conclure, surtout parmi les Lotto Soudal qui restaient à la toute fin, c'est-à-dire Benoît et Kekelir. Mais et encore que Kekelir, il a une pointe de vitesse, hein. Mais bref, ok, je veux bien, j'entends qu'ils aient peur de perdre face à Christophe, qu'ils aient peur de perdre face à Sagan, etc. Van Avermaet. Ok, très bien, mais Matthews, mais peu importe. Il fallait peut-être tenter quelque chose avant. En tout cas, Bettiol, lui, il l'a fait, et d'autres n'ont pas été capables de le faire. Sagan aura été quand même un petit peu, on va dire, discret, hein. On attend de voir encore une fois maintenant Paris-Roubaix, hein. On dit un peu la même chose depuis plusieurs courses, à savoir on attend la prochaine avant de dire que Sagan n'est plus Sagan, on verra. Moi je m'avancerai pas là-dessus parce que honnêtement Peter Sagan, à mon avis, ça restera toujours Peter Sagan. Il peut aller nous claquer des sacrées victoires. On sait qu'il a des problèmes personnels, on sait qu'il traverse pas la meilleure période de sa vie. Voilà, après il y a un Wout van Aert aussi dont j'aurais pu attendre un petit peu plus d'initiative ou de risque, prise de risque de la part de ce coureur, qui en plus est quand même bien secondé, même s'ils n'ont pas eu de chance, hein. Il y a chute pour Van der Horn à mi-course. Il y a Tennyson qui commence déjà la course par un gadin. Il y a Winehouse qui crève, qui doit changer de matériel, qui à un moment donné après se fait larguer. Jumbo Visma, pas super chanceux. Après, pour conclure, ben faut quand même noter, hein, pour ce qui est des équipes invitées là, le très très beau comportement au final d'un Dries Van Gestel, hein. Le mec quand même fait aux portes du top 10, chapeau. Bon, Mathieu Van Der Poel, là on est vraiment en présence de quelqu'un. Là c'est le futur du cyclisme qui est sous nos yeux. Attention, ça va être vraiment incroyable à suivre au cours des prochaines semaines, mois, prochaines années. Et bon voilà, un vieux guerrier qui fait le taf. Il va chercher une 3e place, Alexander Christophe. Chapeau bas. Et puis pour les Sky,
bah, je trouvais que Gianni Moscon commençait à montrer un petit peu le bout de son nez, puisqu'on l'a vu comme ça, à l'offensive, à deux trois moments. C'est assez bien de voir qu'avec un petit retard de préparation avec cette chute sur Tirreno, Gianni Moscon, il commence à se montrer. Allez, on aura peut-être quelque chose à montrer d'intéressant pour lui dans quelques semaines, ou peut-être déjà la semaine prochaine, sait-on jamais. Ensuite, Dylan Van Barle, mention, hein, parce que quand même il fait un joli numéro pour rentrer sur l'avant. Lui aussi, coureur de valeur. Il faudra voir la suite, parce que quand même la Sky n'est pas non plus obsédée par les classiques. Il va falloir se donner les moyens, ou alors continuer à privilégier les grands tours. À quand un Geraint Thomas qui revient pour essayer de gagner, ben justement, hein, il a gagné déjà au GPE 3, mais pour gagner un Tour des Flandres, par exemple, pour gagner un Paris-Roubaix, je suis sûr que il aurait peut-être ça dans la besace, tellement il est impressionnant, maintenant qu'il peut-être qu'il s'est spécialisé autrement. Dans l'intervalle de temps, voilà, donc quelques petites impressions, quelques commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces débriefs ou annonces de courses. D'ici là, excellent cyclisme à tous, Pays Basque cette semaine et Paris-Roubaix dimanche. Paris-Roubaix, c'est quand même pas du pipi de chat, hein. On est tous excités par Paris-Roubaix. Bye bye.